Grateful Doe, le hitchhiker. Le 26 juin 1995, vers 13h30, un accident tragique s'est produit près de la petite ville d'Emporia, en Virginie. Un Volkswagen Vanagon avait percuté des arbres en bordure de route, laissant son avant complètement détruit. À l'arrivée de la police, les 2 passagers du véhicule étaient déjà décédés. Aucun d'eux ne portait de ceinture de sécurité et ils avaient été partiellement éjectés à travers le pare-brise lors de la collision. L'un des passagers fut rapidement identifié. Il s'agissait de Michael Hager, un étudiant de 21 ans à l'Université de Caroline du Sud. Cependant, l'identité de l'autre homme, gravement défiguré par l'accident, restait un mystère. Il n'avait sur lui aucun document d'identité, et ses empreintes digitales ne correspondaient à aucune base de données disponible. Même la famille de Michael ne savait pas qui il était. Les seuls indices découverts sur la scène étaient 2 billets froissés pour un concert des Grateful Dead ayant eu lieu la veille à Washington, D.C., et une note manuscrite disant « Jason, désolé, nous devions partir. À bientôt. Appelle-moi. Caroline T. et Caroline O. Bye. » L'homme non identifié, vêtu d'un t-shirt tie-dye arborant le logo des Grateful Dead, fut surnommé Grateful Doe par la police et les médias. Les enquêteurs supposèrent qu'il était probablement un autostoppeur que Michael avait rencontré au concert. L'accident, quant à lui, fut attribué à un endormissement au volant. Malgré les efforts des autorités, l'affaire Grateful Doe fut classée. Aucun proche ne se manifesta pour réclamer le corps, et aucune piste ne permit de découvrir son identité. Ce n'est qu'en 2012, 17 ans après l'accident, que l'affaire fut relancée par le Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui publia une reconstitution numérique du visage de l'homme. Cette nouvelle représentation attira l'attention de détectives amateurs sur Internet. Parmi eux, un utilisateur de Reddit nommé Zombie Gray créa un subreddit dédié à l'enquête et réalisa une affiche intitulée « Pouvez-vous l'aider à retrouver son nom ?» L'affiche, rassemblant tous les détails disponibles sur l'affaire, devint virale sur les réseaux sociaux. Peu après, un homme nommé Steve contacta Zombie Gray, affirmant que Grateful Doe était probablement Jason Callahan, un jeune homme de Myrtle Beach, Caroline du Sud. Avec cette piste, les internautes tentèrent de retrouver la famille de Jason Callahan. En janvier 2015, une femme réagit à l'affiche sur Facebook, écrivant « Mon Dieu, c'est mon fils Jason Callahan, de Myrtle Beach, Caroline du Sud. Je l'ai cherché pendant tout ce temps, sans succès. Aujourd'hui, mon autre fils a vu cette page Facebook, et après des années de prières pour qu'il m'appelle ou rentre à la maison. Jason avait quitté la maison à l'âge de 18 ans pour voyager à travers le pays. Pendant près de 20 ans, sa mère avait cru qu'il vivait quelque part, ignorant ses appels ou refusant de revenir. Après 2 décennies de mystère, les tests ADN confirmèrent que Grateful Doe était bien Jason Callahan. Ce dénouement permit de résoudre l'une des affaires de John Doe les plus énigmatiques, mais il resta profondément tragique. La mère de Jason, qui avait espéré retrouver son fils vivant, apprit finalement sa mort de manière brutale, via Internet, 20 ans après l'accident. L'histoire de Grateful Doe rappelle non seulement l'impact du numérique dans la résolution de vieilles affaires, mais aussi la douleur que peuvent causer les disparitions non élucidées. Voyage persistant. Le 14 août 2012, un utilisateur nommé Amos No More a mis en ligne une vidéo intitulée « Persistent Trip » d'Atura. Cette vidéo, d'un peu plus de 2 minutes, montre un jeune homme désorienté, seul dans sa chambre, s'adressant directement à la caméra. Il commence par indiquer la date de l'enregistrement, le 5 mars 2008, puis enchaîne en racontant une expérience troublante avec une drogue hallucinogène. Selon lui, il est coincé dans un trip interminable depuis plus de 2 mois au moment de l'enregistrement, et il affirme que ses symptômes ne montrent aucun signe d'amélioration. March 5th, 2008. Don't seem to be coming down. It's been about 2 months. I can't really go out. Been spending a
lot of time in the basement. I don't think it's wearing off. I don't really know. Il explique avoir suivi précisément les instructions d'un livre, mais il affirme n'avoir aucune idée de comment sortir de ce cauchemar. Cependant, ce n'est pas seulement le contenu de la vidéo qui est troublant, c'est aussi la manière dont elle a été mise en ligne qui la rend encore plus inquiétante. La description de la vidéo indique « Cette vidéo a été téléchargée sur YouTube il y a plusieurs années et je n'ai pas pu la retrouver récemment. Si je me souviens bien, la personne qui l'a mise en ligne prétendait qu'il s'agissait de séquences trouvées. Elle disait avoir découvert une cassette sur un banc de parc ou quelque chose comme ça et s'inquiétait pour la personne qui y apparaissait. Quelques mois plus tard, en décembre 2012, un autre utilisateur nommé Dizzy Duck a mis en ligne la même vidéo, cette fois intitulée Endless Trip Video. La description de cette seconde publication correspond globalement à celle de la première, avec une information supplémentaire. Les images originales auraient été trouvées quelque part à Philadelphie. Dizzy Duck souligne également un détail troublant, ce qui ressemble à un revolver ou un type d'arme à feu posé sur une étagère derrière l'épaule gauche de l'homme. Malheureusement, la résolution des deux vidéos est trop faible pour confirmer avec certitude qu'il s'agit d'une arme. Mais si c'est bien le cas, cela donnerait à cette vidéo déjà énigmatique une connotation encore plus sombre. Ce qui m'intrigue surtout, c'est le mystère qui l'entoure. Bien qu'elle soit supposément vieille de plus de 14 ans et que l'une de ses rééditions ait accumulé plus de 400 000 vues, il n'existe quasiment aucune information crédible à son sujet. La seule autre référence que j'ai trouvée est un fil de discussion sur Reddit, dans le subreddit R Videos, datant d'il y a 11 ans. Cependant, même l'auteur original de ce fil a depuis supprimé son compte. Alors, quel est le véritable mystère derrière cette vidéo? Est-elle réelle, ou s'agit-il simplement d'une mise en scène élaborée? Supposons d'abord que tous les détails connus entourant la vidéo soient des réels. Ce que dit la personne dans la vidéo et ce qui est mentionné dans les descriptions. La personne filmée semble clairement très stressée. Bien qu'elle ne soit pas folle dans le sens traditionnel du terme, son langage corporel, son refus de regarder la caméra dans les yeux et son comportement général montrent qu'elle n'était clairement pas dans son état normal au moment de l'enregistrement. I think I boiled the roots right. I did what it said in the book. I don't feel like I'm ever gonna come down. And it's not cool. Dans sa réédition, Amos No More suggère que la substance responsable de ce bad trip pourrait être la datura, une plante hautement toxique connue pour ses propriétés hallucinogènes à petite dose. Cependant, cette hypothèse semble peu probable pour deux raisons principales. Tout d'abord, la datura est un délirant surnommé de manière inquiétante la trompette du diable. Les trips provoqués par cette plante sont souvent extrêmement douloureux et entraînent des comportements étranges, parfois violents. Or, la personne dans la vidéo semble beaucoup trop calme pour être sous l'influence d'une substance aussi puissante. Deuxièmement, l'homme mentionne avoir fait bouillir des racines pour préparer la drogue qu'il a consommée. Or, la datura est généralement consommée sous forme de feuilles ou de graines, et non de racines. Une substance plus probable pourrait être l'ayahuasca, une décoction traditionnellement préparée en faisant bouillir des racines et des lianes. Les effets de l'ayahuasca, bien que puissants, sont suffisamment modérés pour qu'une personne puisse enregistrer une vidéo tout en étant sous influence. Cependant, quelle que soit la drogue consommée, tripper pendant 2 mois d'affilée est tout simplement impossible, et voici pourquoi. La plupart des drogues perdent leur effet dès qu'elles sont métabolisées ou éliminées du corps. Une autre question mérite également réflexion. S'il est resté dans ce sous-sol pendant 2 mois, comment a-t-il pu se nourrir ou subvenir à ses besoins? À partir de ces indices, il est probable qu'il ait effectivement vécu un trip, mais seulement pendant quelques heures, et non 2 mois. Plusieurs personnes dans les commentaires de la vidéo originale ont évoqué un phénomène courant
où un trip peut donner l'illusion d'avoir duré beaucoup plus longtemps qu'en réalité. Une autre hypothèse plausible serait un trouble mental. La substance consommée aurait pu causer des dommages neurologiques, déclenchant une schizophrénie ou un état psychotique, l'empêchant de distinguer la réalité des hallucinations. Il existe aussi la possibilité d'un trouble hallucinatoire persistant, Hallucinogene Persisting Perception Disorder, ou HPPD. Dans cet état, une personne continue de percevoir des effets visuels bien après que la drogue a été éliminée de son organisme. Cependant, ces effets sont généralement limités à des distorsions visuelles comme du statique ou des halos, et non à des trips complets. Cela dit, tout cela repose sur les informations disponibles, dont la véracité reste douteuse. Il est tout à fait possible que cette vidéo ne soit qu'une mise en scène. L'idée des séquences retrouvées est déjà en elle-même suspecte. Toute cette affaire pourrait avoir été orchestrée par Amos No More dans le but d'attirer l'attention sur Internet. La réédition de Dizzy Duck pourrait également être une tentative supplémentaire d'Amos pour alimenter l'histoire des séquences retrouvées. Pourtant, il est étrange de constater que, plus de 12 ans après sa publication, Amos n'a publié aucun suivi pour capitaliser sur les quelques centaines de milliers de vues générées par la vidéo. Une autre théorie intermédiaire pourrait aussi tenir la route. Peut-être que la vidéo originale était réelle et que l'homme dans la vidéo croyait sincèrement être coincé dans un trip de 2 mois. Amos aurait pu tomber sur ce contenu avant sa disparition et décider d'en faire une mise en scène pour ajouter une couche de mystère. Malheureusement, avec si peu d'informations disponibles, il est impossible de trancher sur ce qui est vrai ou non. Dans l'hypothèse où cette histoire serait authentique, espérons que la personne filmée a pu trouver l'aide dont elle avait besoin et qu'elle mène une vie meilleure aujourd'hui. Poorly Planned Comics. Poorly Planned Comics était une série de webcomics créée par un artiste du nom de Jack Masters. Bien que le site original ait disparu d'Internet depuis longtemps, des archives permettent encore d'explorer ce qu'il était à l'époque. En parcourant ces archives, ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le style artistique surréaliste et l'humour fondé sur la rupture constante du 4e mur. Dès le tout premier comic du site, les personnages plaisantent sur le fait que la caméra est trop zoomée. Et ce n'était que le début. Au fil du temps, Jack a publié des centaines de comics mettant en scène une multitude de personnages uniques et des intrigues labyrinthiques. Le contenu oscillait entre le bizarre et le carrément dérangeant. Par exemple, dans un comic intitulé The Entire Universe Falls Apart, les personnages prennent progressivement conscience que leur univers n'est pas réel, ce qui provoque son effondrement. Les cases du comic se désagrègent, les dialogues deviennent incohérents et plus rien n'a de sens. La bande se termine par un personnage déclarant « D'accord, j'abandonne ». C'était juste un rêve, juste un rêve. Malgré l'aspect chaotique et mystérieux de son œuvre, Jack insérait parfois des réflexions introspectives et philosophiques dans ses comics. Par exemple, il écrivait « La vérité triste et évidente, c'est que l'art, une fois formalisé ou mécanisé, cesse d'être de l'art. Et les rares formes d'art qui n'ont pas été formalisées sont désormais mécanisées. Il n'y a plus de mystère ou de talent requis pour créer une beauté artistique. Et encore, si une personne sans talent peut le faire, pourquoi accorder de l'importance à ceux qui nécessitent du talent pour produire le même résultat? John peut passer une semaine à peindre un arbre, mais Jane prendra une photo et utilisera ensuite un logiciel pour donner l'apparence d'une peinture. Aucune création visuelle avant le siècle dernier n'aurait échappé à la capacité d'une personne moins talentueuse, utilisant la technologie moderne pour faire mieux et plus rapidement. Soyons réalistes et supposons que cette tendance se poursuivra. Il n'y a rien que nous puissions faire pour éviter la sombre réalité que les Michel-Ange ne sont plus nécessaires. Ces réflexions, disséminées dans ses comics, montraient un côté intellectuel et amer chez Jack. Cependant, la série s'est arrêtée brutalement lorsque Jack a publié une planche intitulée simplement The End. Cette dernière bande dessinée annonçait sa fin, débutant par la phrase « Si vous lisez ceci, je suis mort ». Le comic listait ensuite des instructions concernant ses biens, à la fois physiques et numériques. En dessous, Jack avait laissé une note personnelle destinée à lui-même, énumérant des choses qu'il devait faire. La partie la plus mystérieuse de cette planche
était un lien menant à une archive contenant des milliers d'emails entre Jack et divers correspondants, incluant des amis et un thérapeute en ligne. Ces emails étaient sans ordre apparent ni organisation, ce qui rendait leur lecture particulièrement laborieuse. Contrairement à d'autres mystères sur Internet où l'information manque, celui-ci présentait un excès d'informations, bien trop pour qu'une seule personne puisse tout explorer facilement. Cependant, une chose devenait claire à mesure que je parcourais ces messages. Jack souffrait de graves troubles mentaux. Cela transparaissait déjà dans ses comics, mais les emails révélaient la nature précise de ses souffrances. Jack souffrait notamment de schizophrénie sévère, qui l'amenait à avoir des pensées violentes et troublantes. Dans un email, il écrivait « Je suis rempli de haine bouillonnante et de douleur, et la seule raison pour laquelle je ne sors pas pour tuer des gens en ce moment, c'est que je suis assez lucide pour ne pas vouloir faire face aux conséquences de ces actes. » Jack souffrait également de troubles dissociatifs de l'identité, TDI. Cela transparaissait dans ses nombreuses mentions d'une personne nommée Suzy, qu'il décrivait comme sa meilleure amie et sa plus proche compagne. Pourtant, il était évident que Suzy n'était pas réelle, car dans un email, Jack confiait qu'il sentait quelque chose lui échapper avant que Suzy ne prenne le contrôle. Dans un autre message, il partageait une citation du personnage Ben Chang dans la série Community, où ce dernier s'adresse à sa personnalité alternative. Jack utilisait également le pseudonyme Simon Sen dans ses échanges. En cherchant ce nom en ligne, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui lui était associée, contenant une vidéo de plus de 4 heures, où il se parle à lui-même, avec 2 voix différentes, tout en étant sous l'influence de LSD. Don't do it. That's my advice to everyone. Don't be polite. I think there may be an overgeneralization. Well, whatever. Okay, so... Cette théorie sur l'état mental complexe de Jack a été presque confirmée par un commentaire qui a initialement mis en lumière ce mystère. En décembre 2016, un utilisateur sur le subreddit r AskReddit a demandé quelles étaient les choses les plus effrayantes sur Internet. En réponse à cette question, un certain utilisateur nommé Jess248 a partagé un lien vers l'ancien site Poorly Planned Comics et a raconté une anecdote personnelle à propos de Jack, déclarant « Ce n'est peut-être pas le plus effrayant, mais je ne peux pas supporter beaucoup de choses perturbantes. Celui-ci m'a marqué. Un ami d'enfance de mon mari. Ce gars était incroyablement brillant, littéralement. Mon mari a perdu contact avec lui au fil des années. Ses comics étaient les siens. Le tout dernier était son mot d'adieu. Ils ont organisé une cérémonie en mémoire de lui dans son appartement. Il avait bouché toutes les fenêtres et écrit au marqueur sur les murs. C'était sa crise. Il essayait de trouver un sens avant de mettre fin à ses jours. C'est l'une des choses les plus déchirantes que j'ai jamais vues. Bien que tout ce que j'ai couvert jusqu'à présent puisse sembler invraisemblable, ce n'est que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne la quantité de comics, d'emails et de vidéos que Jack a laissés derrière lui. Sans parler des éléments non explicitement mentionnés dans son travail, comme son obsession pour le livre Maze de 1985. Peut-être qu'un jour, les gens sur Internet finiront par examiner tout cela et compléter l'histoire de Jack. Les emails de Jack Froese. En novembre 2011, Tim Hart était assis sur son canapé, surfant sur Internet sur son ordinateur portable, lorsqu'il reçut soudainement un email mystérieux qui le laissa totalement incrédule. L'email disait « Je regarde. Tu m'as entendu ? Je suis chez toi. Nettoie ton grenier. Maintenant. » Recevoir un email comme celui-ci pousserait la plupart des gens à penser qu'ils sont soit la cible d'une blague, soit qu'un stalker rôde à proximité. Mais pour Tim, ces 2 hypothèses étaient complètement à écarter, car l'email venait de son ami Jack Froese, qui était décédé environ 5 mois plus tôt. Ce qui rendait ce message particulièrement convaincant était la référence au nettoyage du grenier. Quelques semaines avant la mort de Jack, il avait visité le grenier de Tim, et ils avaient plaisanté sur l'état de désordre. Tandis que Tim essayait de comprendre ce qui se passait, le cousin de Jack, Jimmy McGraw, reçut également un email de Jack quelques jours plus tard. Cependant, cet email était encore plus mystérieux que le précédent et disait « Je savais que tu allais te fouler la cheville. J'ai essayé de te prévenir. Faut faire attention. Dis à Rock de ma part. Super chanson, hein? De rien.
j'ai pas pu le joindre. Son email ne fonctionnait pas. L'explication la plus simple pour ces emails est que Jack les avait programmés pour être envoyés avant de décéder. Cependant, cette théorie présente deux défauts majeurs. Jack est mort d'une arythmie cardiaque, une condition où les signaux électriques qui indiquent au cœur de battre ne fonctionnent pas correctement. Cela survient généralement sans avertissement, et il n'y a aucun moyen fiable de prédire cela à l'avance. Autrement dit, Jack ne pouvait pas savoir qu'il allait mourir, ce qui l'aurait poussé à programmer ses emails. Deuxièmement, bien que cela ne puisse pas expliquer l'email que Tim a reçu, car les deux avaient effectivement parlé de son grenier sale avant la mort de Jack, il n'y a aucune explication rationnelle pour l'email que Jimmy a reçu. Il s'était foulé la cheville environ 2 semaines avant de recevoir l'email, soit près de 5 mois après la mort de Jack. Donc, à moins que Jack n'ait eu un super pouvoir de voyance, il n'aurait pas pu prédire un événement aussi improbable pour son email programmé. Cela nous amène à la deuxième théorie, celle que les destinataires eux-mêmes préfèrent croire. Jack aurait essayé de les contacter une dernière fois depuis l'au-delà. I would like to say Jack sent it, just because I look at it as he's gone, but he's still trying to connect with me and still trying to tell me things to move along and feel better. Cependant, bien qu'il soit réconfortant d'imaginer que ceux qui ont quitté ce monde puissent encore veiller sur leurs proches, cette explication est de loin la moins probable pour ces emails. Surtout comparée à la possibilité que quelqu'un de proche de Tim et Jimmy ait eu accès au compte email de Jack. Cela expliquerait aussi l'inclusion d'événements récents comme la blessure à la cheville de Jimmy dans les emails. Une autre chose que j'ai remarqué en enquêtant sur cet incident, c'est que le nom de Jack est mal orthographié dans la signature des 2 emails. Il devrait être Frost et non Force. Si c'est Jack qui a écrit ces emails, que ce soit avant ou après sa mort, pourquoi aurait-il mal orthographié son propre nom? 2 fois. En fin de compte, Tim et Jimmy avaient une réelle chance de découvrir l'identité de l'expéditeur s'ils avaient vraiment voulu enquêter. Mais maintenant, 13 ans plus tard, il semble qu'il y ait peu d'espoir qu'on découvre un jour la vérité. Le vol de boulets de démolition à Indianapolis. Dans les années 1970, les journaux de la région d'Indianapolis ont rapporté un vol des plus étranges. Quelqu'un aurait apparemment volé un boulet de démolition entier sans se faire attraper. Cela est devenu un grand mystère à l'époque, et c'en est toujours un près de 50 ans plus tard. Alors, que s'est-il passé? Comment un objet aussi massif et lourd qu'un boulet de démolition a-t-il pu disparaître du jour au lendemain? Avant de répondre à cette question, il est important de mentionner que les faits entourant ce vol mystérieux sont très incohérents. Certaines sources affirment que le boulet pesait 5 tonnes et se trouvait à 200 pieds de hauteur. D'autres disent qu'il pesait seulement la moitié, soit 2,5 tonnes. Il y a aussi un flou concernant la date exacte de cet événement. Un article de journal que j'ai trouvé à ce sujet date de juillet 1973. Cependant, un utilisateur de Reddit a trouvé la mention de ce mystère dans un livre qui situe la date en 1974. Ce même livre indique également un poids de 2,5 tonnes, contrairement aux 5 tonnes mentionnées dans le journal, ajoutant encore plus de confusion. Cela peut ne pas sembler très important, mais une différence de 2,5 tonnes rend un boulet de démolition bien plus facile à voler avec un camion et un plan bien conçu. Cependant, la question principale reste « Pourquoi ?» Comme l'indique le journal de 1973, je ne comprends pas ce que quelqu'un pourrait faire avec un boulet en métal de 5 tonnes. Pourtant, il existe quelques théories populaires en ligne. L'une de ces théories suppose que ce vol aurait été l'œuvre d'une entreprise concurrente. Une hypothèse tellement caricaturale qu'elle pourrait être vraie. Mais le problème, c'est que fondre le boulet pour revendre l'acier aurait coûté trop cher, et il est très peu probable qu'ils aient eu une grue sous la main pour utiliser ce boulet volé. Si cette théorie est vraie, la seule explication plausible serait qu'ils l'aient volé pour ralentir le travail de leurs rivaux et leur causer des problèmes financiers. Cela semble cohérent puisque, selon l'article de 1973, le boulet a été volé pendant un chantier de démolition. Cela dit, il existe une autre théorie, tout aussi farfelue, mais qui aurait du sens si nous avions plus d'informations sur les finances de l'entreprise à laquelle appartenait le boulet.
D'après cette théorie, l'entreprise aurait volé son propre boulet de démolition et l'aurait caché quelque part dans le cadre d'une fraude à l'assurance. Par ailleurs, en recherchant ce sujet, j'ai découvert un incident similaire survenu à Dallas, au Texas, en 1978. Si le vol du boulet de démolition à Indianapolis était réellement une fraude à l'assurance, peut-être qu'un propriétaire d'entreprise de démolition à Dallas a vu que cela avait fonctionné et a décidé de faire la même chose. En fin de compte, comme cela s'est produit il y a très longtemps et que les informations disponibles sont très incohérentes, nous ne saurons probablement jamais ce qu'il est advenu de ce boulet de démolition disparu.